Bonjour à tous. Nul ne peut nier qu'une idée reçue, un préjugé persiste de nos jours dans la mentalité populaire, dans les médias, dans l'inconscient de certains. N'est-ce pas le fait que tous les musulmans sont arabes ou que l'islam est une religion d'arabes? Donc on va montrer dans ces quelques minutes la fausseté de cette mentalité, de ces préjugés. Donc premièrement, sachez, comme le dit Malcolm X, l'islam est une religion daltonienne. C'est-à-dire, en islam, aucun individu n'est supérieur à un autre en raison de sa race ou de sa couleur, et toute forme de racisme est réprouvée, condamnée. En islam, il n'y a pas de différence entre blanc, noir, jaune, à part avec leur piété et leurs actes. Deuxièmement, regardons les statistiques récentes et aidons-nous de l'histoire et de la géographie et on va voir que ce préjugé est infondé. Premièrement, selon Dr Ahmed Ismail, dans un livre qui s'intitule Le monde islamique, donc il nous affirme que les Arabes représentent 19,5% de l'ensemble des musulmans dans le monde. Dans un autre ouvrage de l'expert et du spécialiste Gérard Chalian, dans un de ses derniers livres, il affirme que dans l'ensemble du monde musulman, qui compte 1,2 milliard de personnes, ça veut dire 1 milliard 200 millions de personnes, les Arabes ne représentent qu'une minorité d'environ 300 millions d'individus, soit quelques 25% du total. L'Indonésie, le plus peuplé des pays musulmans, avoisine à elle seule 20% du total. Donc je résume, le nombre total de musulmans, il est au nombre d'1 milliard,2 personnes. Les Arabes ne représentent que 300 millions d'individus, soit 25% du total, un quart du total des musulmans, et l'Indonésie à elle seule, un pays musulman non arabe, représente 20% du total des musulmans. Ça veut dire 1/5 des musulmans sont indonésiens et un quart des musulmans sont arabes. Dans un autre livre, le dernier Larousse du géographe et historien Yves Lacoste, on trouve ceci: l'Indonésie, ce grand État islamique le plus peuplé des pays musulmans, donc compte 245 millions musulmans. Petite parenthèse, l'Indonésie, c'est un mot forgé à la fin du 19e siècle, à l'imitation de Polynésie, qui signifie plusieurs îles. Polynésie signifie plusieurs îles, poly comme plusieurs, et le préfixe indo, dans Indonésie, rappelle l'importance historique de l'influence indienne. On ferme la parenthèse, donc Yves Lacoste continue en disant: les populations de l'Indonésie sont extrêmement diverses. Même si la majorité d'entre elles sont musulmanes, la population de Bali est hindouiste et une partie de celle des Moluques est catholique. L'essentiel de la population est centré depuis des siècles sur l'île de Java, qui compte aujourd'hui 130 millions d'habitants, soit 60% de la population totale, car sur seulement 132 000 km². Java a été durant des millénaires le grand carrefour d'échanges entre l'Inde et la Chine, puis entre les 13e et 15e siècles avec le monde arabe. Donc dans dans les pages qui suivent, Yves Lacoste évoque l'Inde, mosaïque de peuples et de langues, avec plus d'1 milliard d'hommes et de femmes. L'Inde vient au deuxième rang mondial dans le nombre d'habitants après la Chine, puis il évoque la proportion des musulmans en Inde, qui est très importante, de même le Pakistan, puis ensuite le Bangladesh, qui est un État surpeuplé et exclusivement musulman. Donc l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, trois autres pays musulmans à part l'Indonésie, sont des pays extrêmement peuplés en musulmans et non arabes. Enfin, vous trouverez dans la vidéo les propos de Gérard Chalian, que je vais lire brièvement, qui nous indiquent ce que je viens d'affirmer. Donc, Gérard Chalian affirme: la première mondialisation du monde connue, celle qui survient du XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle et au-delà, a de fait été réalisée par les musulmans. Les Arabes et autres islamisés, notamment persans et par la suite turcophones, occupent alors tout l'espace qui s'étend de l'Espagne à l'Inde du Nord et à l'Asie centrale. Donc, là, on peut faire une petite parenthèse. À ce moment-là, l'espace arabo-musulman s'étend de l'Espagne à l'Inde, donc de l'ouest à l'est. L'Espagne, notamment l'Andalousie, jusqu'à maintenant, il y a les mosquées, etc.
l'Andalousie, la chute de l'empire musulman en Andalousie, il fut à l'année 1492 et pendant 7 siècles, l'Andalousie était un pays phare, que ce soit dans la culture, dans l'architecture, dans les mathématiques, dans la littérature, etc. Et c'était un pays musulman et bien sûr, cela ne vous échappe pas que les Espagnols ne sont pas des Arabes. De même, les Balkans, jusqu'à notre époque, la Bosnie, l'Albanie sont des pays peuplés avec beaucoup de musulmans, notamment le président bosniaque Ali Begovic, un grand penseur, un grand philosophe, qui est mort il y a quelques années, c'était un musulman non arabe. Et même en France, l'empire arabo-musulman était arrivé jusqu'aux frontières de Poitiers. Donc, je reviens au propos de Gérard Chalion. Donc, il disait que l'empire arabo-musulman s'étendait de l'Espagne à l'Inde, donc de l'ouest à l'est, l'Inde étant à l'est, du nord, de l'Inde du Nord et à l'Asie centrale. Donc, on voit que l'islam était propagé en Europe, en Afrique et en Asie. C'est ainsi que les routes de la soie sont d'abord musulmanes, même s'il existe aussi un réseau issu de l'Empire romain d'Orient, Byzance, qui s'appuie entre autres sur les chrétiens nestoriens avant que ceux-ci ne soient éliminés par Timur Lenk. Surtout le grand océan des échanges mondialisés et l'océan Indien, où le commerce est principalement tenu par les musulmans. 3 mois par an, les vents soufflent d'ouest en est, suivis de périodes d'accalmie, puis durant 3 autres mois, ils soufflent d'est en ouest, permettant ainsi de commercer de l'Hadramaut et Oman vers l'Inde. Hadramaut étant au Yémen et Oman vers l'Inde. Donc c'est jusqu'à maintenant, de toute façon Dubaï, Qatar, Yémen, cette zone-là est prospère en commerce. Donc il dit de l'Hadramaut et Oman vers l'Inde, Ceylan et par le détroit de Malacca jusqu'à Canton, en passant par l'Indonésie, jusqu'à ce que l'Empire britannique règne son partage sur l'océan Indien à la fin du XVIIIe siècle. On rencontrait dans les ports des réseaux de marchands arabes, persans, juifs, arméniens, indiens ou chinois. Les Cholas du sud de l'Inde déploient également une importante activité marine du Xe au XIIIe siècle, des Maldives jusqu'aux côtes chinoises et plus particulièrement dans l'archipel malais. Ils prennent la suite de l'état thalassocratique du Srivijaya en New-Zélande, donc du 7e au 10e siècle. Au XVe siècle, alors que les Portugais n'ont pas encore atteint le cap Pojador, à la latitude des Canaries, 7 grandes expéditions maritimes chinoises commanditées par la dynastie Ming-Sion à partir de 1405, l'océan Indien jusqu'à l'Afrique orientale. Donc après, je saute quelques lignes. Donc là, de toute façon, les années 1400-1500, c'est un peu une période de faiblesse du monde islamique, malgré qu'après, il y a un sursaut avec l'Empire ottoman. Rappelons que, à l'heure où l'Espagne triomphe, l'Empire ottoman domine en réalité la moitié du bassin méditerranéen, les Balkans et les pays danubiens jusqu'à Budapest, en Bulgarie. Donc là, le siège de Vienne 1529, donc on est dans les années 1700, et l'Empire ottoman c'est un empire non arabe et musulman. Donc le siège de Vienne 1529 est le seul échec de Ottoman dans la flotte dispute victorieusement la mer Rouge et la partie occidentale de l'océan Indien aux Portugais. Lorsque les Espagnols débarquent aux Philippines au XVIe siècle, ils sont surpris de voir des musulmans à Mindanao. Donc on voit des musulmans aux Philippines. Philippines, État non arabe. Ils vont, comme à leur habitude, les désigner comme Moros, morts. La ville d'Europe la plus peuplée est alors Constantinople, estimée à quelques 700 000 habitants. Donc ensuite, je continue, je sorte quelques lignes. Entre-temps, l'islam se propage pacifiquement à travers les échanges, donc il n'y a pas de sang. Donc je vous renvoie à la première vidéo. Pacifiquement, l'islam se propage à travers les échanges commerciaux en Indonésie, Aceh, Java, l'île de Java citée précédemment, Bornéo, Sumatra et en Malaisie du 14e au 16e siècle. Donc du 14e au 16e siècle, l'islam s'est propagé pacifiquement à travers les échanges commerciaux et maritimes en Indonésie et en Malaisie. Et je vous laisse le soin de compter le nombre de musulmans actuels en Indonésie et Malaisie, et c'est une grande proportion du nombre total des musulmans dans le monde, et ce n'est pas des musulmans arabes. Donc ensuite, je vous laisse continuer le livre, qui est un livre très intéressant. Donc enfin, on peut conclure et confirmer que l'islam, ce n'est pas une religion exclusivement pour les Arabes, au contraire, c'est une religion pour toute l'humanité, comme Allah subhanahu wa ta'ala
l'affirme dans le Coran, sourate Saba, verset 28, Allah dit: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Saba, verset 28, il parle en premier au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite à chaque musulman et non musulman, à chaque humain, il dit: et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, pas pour les Arabes, pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Le prophète Mohammed et l'islam est une religion universelle envoyée pour toute l'humanité. Et dans une parole prophétique, le dernier des prophètes, Mohammed, dit, sallallahu alayhi wa sallam, avant un prophète était envoyé à son peuple, uniquement, tandis que j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Donc il dit, avant un prophète était envoyé à son peuple uniquement, tandis que j'ai été envoyé à l'humanité tout entière. Vous prenez l'exemple de Moïse, il était envoyé pour un peuple restreint. De même, Jésus et Isa alayhi salam, tandis que le prophète Mohammed est envoyé pour toute l'humanité. Pour les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, pour toute l'humanité, il a été envoyé. Donc, on voit bien que l'islam est une religion universelle, est une religion pour toute l'humanité. Il suffit d'un peu ouvrir les livres d'histoire et de géographie. Et on voit bien qu'en révisant le passé, qu'en apprenant l'histoire, on comprend mieux le présent, et sinon on aura du mal à comprendre le présent et surtout à être optimiste pour le futur. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.